Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter ce matin un webinaire sur restructuration et facteurs de risques psychosociaux. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je suis Paul Motte, donc à Syndex depuis une bonne dizaine d'années, expert SSCT, donc santé, sécurité, conditions de travail. Et puis, également membre du pôle restructuration de Syndex. Donc, voilà, j'interviens, une grosse partie de mes interventions se font sur des missions restructuration. Donc, cette présentation-là, elle s'inscrit dans une campagne sur les RPS que mène Syndex actuellement. Et ça nous semblait important de faire un focus sur la question des restructurations, finalement, comme facteur de RPS. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un contexte particulier, le contexte de la crise sanitaire. La crise sanitaire, en soi, effectivement, c'est générateur d'insécurité, de manière générale, d'insécurité par rapport à sa santé. Et puis, ça s'est doublé, effectivement, de facteurs d'insécurité par rapport à son avenir, notamment son avenir professionnel. Donc, on est déjà dans un contexte, on va dire, plutôt très défavorable en ce qui concerne les facteurs de RPS. Et c'est vrai que cette crise économique se double aujourd'hui, effectivement, d'une vague de restructuration qui ajoute véritablement, on va dire, une couche problématique de facteurs de RPS. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est quels sont ces facteurs de RPS qu'on va trouver dans les restructurations, et puis quel peut être le rôle des représentants du personnel pour limiter ces facteurs de RPS en cas de restructuration. Ce que je vous propose, c'est que je vais mener ma présentation, on va dire un petit peu en solo là. Vous pouvez poser des questions via le question-réponse. Mathieu va saisir des questions. Éventuellement, du coup, je pourrais répondre à une partie de vos questions au cours du webinaire. Et puis, on va se garder de toute façon un temps à la fin pour reprendre des questions de ces questions-réponses et éventuellement, s'il nous reste un peu de temps, de prendre aussi des questions par oral en fin de présentation. Alors, hop, comment va s'organiser ce webinaire? On va d'abord effectivement poser quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que les RPS? Qu'est-ce que c'est que les restructurations? De quoi on parle? On va faire ensuite un état des lieux des facteurs de RPS dans le cadre des restructurations, évoquer les conséquences sur la santé de ces facteurs de RPS. Et puis, enfin, on va essayer d'identifier quelques clés d'action, quelques leviers d'action pour les représentants du personnel dans les entreprises, effectivement, qui font face à des restructurations. Alors, RPS, bon, c'est un mot, en tout cas, c'est un sigle que tout le monde connaît maintenant. On met beaucoup de choses derrière. Vous voyez, stress, malaise au travail, risques psychosociaux, souffrance au travail, suicide, mal-être, burn-out, violence, épuisement professionnel, harcèlement, donc beaucoup de choses, un petit peu parfois un boubli-boulga. Donc, ce qui est important, c'est de reposer des définitions claires. Une définition claire qui nous a été apportée en 2009 par le rapport du collège d'experts présidé par Michel Golac. Donc, on appelle souvent le rapport Golac. Vous connaissez peut-être ce nom-là. Et la définition qui est apportée par ce rapport du collège d'experts, c'est les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc, une définition comme ça qui n'est pas forcément facile à appréhender. C'est pour ça qu'on vous propose un petit schéma pour essayer de la comprendre. Les RPS, du coup, comment on peut les définir? On peut les définir d'abord par des situations de travail. Des situations de travail qui vont qui vont induire à l'existence de facteurs de risque. Donc, des situations de travail,
C'est vraiment effectivement ce qui va caractériser votre travail, par exemple la charge de travail, par exemple la manière, effectivement, les interactions entre les différents collectifs de travail, les situations de travail. Ça va être, est-ce que vous avez effectivement un travail prescrit qui est défini très précisément ou pas? Voilà, toutes ces choses-là, ces situations de travail vont éventuellement induire des facteurs de risque. Et des facteurs de risque qui vont être de trois types, nous dit le rapport Golac, soit dans les conditions d'emploi, soit dans l'organisation du travail, soit dans les rapports sociaux au travail, hein, donc relation avec la hiérarchie, relation avec les collègues, relation avec les clients. Excuse-moi, Paul, est-ce que je peux t'arrêter une petite seconde? Est-ce que Tu tu peux. pourrais partager ta présentation? Parce que là, je crois que tu la vois sur ton écran, mais tu ne la partages pas avec, Aïe, aïe, aïe. avec nos Le gros spectateurs. fail. Merci Mathieu. Alors, je remercie Euh, surtout Vincent, c'est lui qui nous fait remarquer. bon, merci à tous. Alors effectivement, du coup, mon schéma, voilà. Est-ce que vous le voyez? C'est bon? Mathieu, on voit bien la présentation? Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait, impeccable. Donc, voilà la définition. Peut-être que je reviens en arrière, comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Alors, attendez. Sauf que du coup, j'ai moi perdu mon support. C'est une blague. Euh, voilà, c'est bon, pardon. Je reviens en arrière. Voilà, comme ça, vous allez voir la définition. Donc, le rapport du Collège d'experts nous dit que les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Et donc, si on essaye de comprendre ça à travers un schéma, on va avoir des situations de travail qui vont induire éventuellement des facteurs de risque qui vont être de trois types, hein, conditions d'emploi. Conditions d'emploi, ça veut dire effectivement, bah, par exemple, vos horaires de travail. Est-ce que vous êtes à temps plein, à temps partiel, vous travaillez la nuit, loin de chez vous, etc. L'organisation du travail, donc dedans, effectivement, on va voir la question de la charge de travail, des marges de manœuvre qui vous sont laissées dans votre travail ou pas, et puis la question, effectivement, des relations, hein, avec les collègues, avec la hiérarchie, avec les clients. Tout ça, ça peut rentrer en interaction, ces facteurs de risque, et ça peut déboucher sur des risques qui vont se répercuter à leur tour sur les situations de travail. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont éventuellement influer sur les situations de travail et qui vont pouvoir et qui vont se manifester en fait par des situations de stress, d'anxiété des salariés, par des situations de violence, donc violence interne, violence externe. Et enfin, on a ces risques sur les situations de travail qui vont être modifiés, qui vont déboucher sur des troubles de la santé. Et donc, nous dit le rapport Golac, ça peut être des troubles de la santé psychique, mais aussi des troubles de la santé physique, et éventuellement des troubles de la santé sociale, nous dit le rapport du collège d'expertise. Hein, donc, il faut avoir en tête que les RPS, ça peut effectivement avoir des effets sur la santé mentale, mais pas uniquement. Ça peut aussi effectivement avoir des conséquences sur la santé physique. Voilà. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les restructurations, eh bien, en fait, ça va être un contexte qui va influer très fortement sur les situations de travail et qui va, du coup, développer des facteurs de risque significatifs. Hein. C'est ce qu'on va voir. Ensuite, les restructurations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une restructuration? Je me suis amusé, entre guillemets, à aller chercher, alors, et sur le Larousse et sur Wikipédia, effectivement, qu'est-ce qu'on donnait comme définition d'une restructuration. Donc, sur le Larousse, vous avez action de réorganiser quelque chose hein, selon de nouveaux principes avec de nouvelles structures, où vous avez opération consistant à réorganiser ou à réaménager un ensemble devenu inadapté. Et puis, si on regarde sur Wikipédia, hein, des définitions qui sont davantage économiques, on voit une restructuration est une opération par laquelle un ensemble organisé, entreprise, gouvernement, unité de production, collectivité, voit sa structure organisationnelle remaniée en vue d'atteindre une nouvelle configuration, souvent pour faire des économies d'échelle et de dépenses. Et puis, on a aussi, dans le cas des entreprises, la restructuration peut se traduire par la mise en cause de toute ou partie de ces activités et mener à des suppressions d'emplois ou des fermetures de sites de production ou de gestion.
Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait parce qu'on trouve un peu tout dans ces définitions, mais on trouve l'essentiel. On va retenir que dans une restructuration, on va avoir une transformation de l'organisation, qu'on a l'idée de faire avec moins, qu'on a une transformation des conditions de travail, en fait, des conditions d'exercice du travail, et qu'on a aussi des suppressions d'emplois. Alors, on ne va pas s'attarder sur les outils de restructuration qu'on a aujourd'hui en France. Pour faire rapide, on a 3 principaux outils de restructuration dès qu'on a des restructurations un peu, on va dire, conséquentes. On a le PSE et sa déclinaison, plan de départ volontaire. Donc, PSE, c'est plan de sauvegarde de l'emploi. On a la rupture conventionnelle collective et on a l'accord de performance collective. Donc, notamment, et donc ces trois outils, effectivement, vont coller à notre définition, puisqu'on a une transformation de l'organisation. En général, on a faire avec moins, on a une transformation des conditions de travail et on a des suppressions d'emplois. Donc, c'est ces 3 outils de restructuration qu'on va garder en tête parce que on va se situer dans le cadre de ces 3 outils, PSE, RCC et APC, quand on va réfléchir à quels sont les leviers dont disposent les représentants du personnel pour faire face effectivement à la question des RPS en cas de restructuration. Voilà. Alors, les facteurs de RPS. Donc là, en fait, ce qu'on va regarder, si on prend notre petit schéma, vous voyez, on va étudier effectivement les facteurs de risque. Donc, c'est effectivement le 3e étage, ou en tout cas le 2e étage si on part du haut, les facteurs de risque. C'est vraiment l'étage important à comprendre parce que c'est là que se joue effectivement, c'est là qu'on va avoir la racine finalement des RPS et des troubles de la santé, c'est bien dans les facteurs de risque. Et du coup, le rapport Golac nous dit qu'il y a 6 grandes familles de facteurs de risques psychosociaux. Ces 6 familles que vous connaissez peut-être. On a, premier facteur de risque, on a ce qu'on appelle les exigences du travail, l'intensité, la complexité, le temps de travail, la charge de travail. Ensuite, on a le manque d'autonomie et le manque de marge de manœuvre. On a les mauvais rapports sociaux, les mauvaises relations de travail, le manque de soutien social, des collectifs de travail qui ne fonctionnent pas bien. Ça, c'est la 3e famille. On a ensuite ce qu'on va appeler les conflits de valeurs ou la qualité empêchée. On a les exigences émotionnelles. Et puis, on a, dernière famille de facteurs de risque, l'insécurité de l'emploi et des parcours professionnels. Voilà. Alors, petite illustration. Là, ça vient d'une intervention qu'on a réalisée dans une entreprise de service où effectivement, on a posé un questionnaire et on a demandé aux salariés quel type d'impact du PSE anticipez-vous. Et là, vous voyez effectivement qu'est-ce qui ressort fortement, en tout cas en termes d'impact négatif. Vous avez en rouge la dégradation. Eh bien, effectivement, il y a la question de la charge de travail qui revient très fortement. Il y a la question ensuite des compétences, une dégradation des compétences. Ensuite, on a la question de ça va être plus compliqué de faire mon travail demain, impact négatif sur la faisabilité du travail qui sera demandé. On va avoir un impact négatif aussi sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et puis, un impact fortement négatif sur les possibilités d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Donc, vous voyez, en fait, déjà, quand on regarde sur cet exemple, mais en fait, qui est vraiment tout à fait typique, on va voir, garde-le en tête, qu'on coche finalement pas mal de cases par rapport là à nos 6 familles de facteurs de RPS. Et si on les regarde en détail, alors, première famille de facteurs, c'est la question de l'intensité, la densité, la complexité de la charge de travail. Donc, c'est quoi les facteurs de risque? C'est quand, par exemple, on a des rythmes contraints, quand on a des objectifs qui sont tout simplement difficiles à atteindre, voire inatteignables, notamment au regard des moyens alloués, quand on a une surcharge de travail, quand on a un travail d'un fort niveau de complexité, notamment avec des interruptions fréquentes, des exigences contradictoires, et puis quand on a tout simplement une quantité de travail trop importante, un volume d'heures élevé, des horaires qu'on va qualifier d'antisociaux, un travail qui va déborder sur la vie personnelle. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont caractériser de manière négative un facteur, un travail trop intense, trop dense, et c'est en soi un facteur de RPS. Voilà. Et ce qu'on voit aussi, toujours dans la même entreprise, c'est que ça s'illustre très bien, c'est qu'effectivement, les salariés qui vont dire en fait, moi j'ai trop de boulot, sont les salariés qui vont déclarer le plus un état d'inquiétude
de stress ou d'angoisse. Vous voyez, là, en gros, on a 68% des salariés qui disent bah, « moi, j'ai toujours trop de travail », qui déclarent être stressés à 68%, alors que les salariés qui disent bah, « non, moi, j'ai pas trop de travail », ne sont que 16% à être effectivement stressés. Donc là, on voit effectivement le lien direct entre le facteur de risque et le risque. Hein, le risque là qui est effectivement le stress. Et puis même, on va plus loin sur la dégradation de la santé, puisque là, si on prend effectivement comme indicateur de mauvaise santé les difficultés à s'endormir, les insomnies, c'est de la même façon, c'est de très loin les salariés qui vont dire bah, j'ai une trop grande quantité de travail, effectivement, qui vont déclarer des difficultés à s'endormir, des insomnies. Donc là, effectivement, on a d'abord le risque et ensuite on a l'impact négatif sur la santé. Et alors, si on regarde toujours cette famille facteurs de risque, intensité, densité du travail, exigence du travail, en fait, on comprend assez vite que les restructurations, en fait, vont induire des situations de travail véritablement problématiques, en tout cas du point de vue de l'intensité, de la densité et de la charge de travail. On l'a vu dans la notion de restructuration, on a, alors je mets beaucoup de guillemets, hein, mais on a effectivement toujours l'objectif de rationaliser la production de biens ou de services et de gagner en efficacité ou en productivité. En fait, l'idée, c'est bien de faire plus avec moins ou de faire pareil avec moins et avec un objectif en fait économique de réduction de la masse salariale, ce qui débouche sur mécaniquement l'objectif de faire la même quantité de travail par un personnel réduit et donc, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de la charge de travail et une intensification de la charge de travail. Cette intensification, souvent dans le cadre de restructuration, elle va se doubler d'une densification du travail. C'est-à-dire qu'en général, dans la nouvelle organisation qui est mise en œuvre par la restructuration, en fait, chaque temps d'inactivité va être rempli par une nouvelle tâche qui était autrefois effectuée par un opérateur dont le poste a été supprimé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on supprime des postes, la tâche, on peut la répartir soit sur d'autres salariés qui faisaient le même travail, donc là, on va aller sur de l'intensification, soit finalement, le travail du poste supprimé, on va le mettre sur des salariés qui ne faisaient pas le même travail, et donc on va leur donner une tâche supplémentaire parce qu'on va estimer en général à tort qu'en fait, ils avaient des temps d'inactivité et des temps disponibles, et là, on va aller sur de la densification. C'est-à-dire qu'effectivement, on va remplir tous les temps, soi-disant, d'inactivité des tâches des salariés qui auront perdu leur emploi. Donc, on va sur cette densification du travail avec un effet mécanique. Hein, si on réduit les moments d'inactivité, qui sont en fait en général des moments de récupération ou des moments de prise de recul face au travail. Hein, et donc, du coup, c'est aussi, on va voir ça, à côté de cette densification, mécaniquement, une perte des marges de manœuvre et puis une perte aussi de la capacité d'interagir avec ses collègues. Souvent, du coup, d'ailleurs, la polyvalence induite, hein, parce que quand on parle de densification, souvent on est sur de la polyvalence, du coup, la polyvalence induite, en fait, elle va exiger du temps, de formation, du coup aussi de développer peu à peu des nouvelles stratégies opératoires pour pouvoir faire face effectivement à la polyvalence. Elle va devoir aussi nécessiter des ressources, notamment la nécessité d'échanger avec des collègues. Donc finalement, une polyvalence qui va demander des ressources, alors que a priori, la restructuration, elle va au contraire réduire ses ressources via la réduction des coûts et des effectifs. Donc mécaniquement, on a une restructuration qui va vraiment aller dans un sens d'une plus grande densité, d'une plus grande intensité du travail, d'une plus grande complexité du travail, qui est effectivement un facteur fort de risques psychosociaux. Deuxième grande famille de facteurs de risque, on a le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un manque d'autonomie? Eh bien, c'est quand effectivement on n'a pas la possibilité, la manière de décider seul de la manière dont on va réaliser son travail, notamment parce qu'il y a des standards du travail très précis, parce qu'on a des consignes très précises à respecter, ou tout simplement parfois parce qu'en fait, on n'a pas le temps de pouvoir s'adapter à son travail, de pouvoir prendre du recul par rapport à son travail.
Le manque d'autonomie, c'est aussi l'impossibilité de faire varier les délais, de prendre du recul, on l'a dit, hein, et puis de choisir un moment de pause. Donc ça, typiquement, effectivement, c'est quand on a soit des salariés qui sont sur une ligne de production à cadence déterminée, ou par exemple, effectivement, des hôtesses de caisse qui sont en caisse, et puis le rythme de travail est imposé par les clients qui passent. Et voilà, on n'a pas la possibilité, à un moment ou à un autre, de souffler, d'aller plus vite, d'aller moins vite, de réguler finalement son rythme de travail par rapport à sa fatigue, par rapport à sa forme physique. Qu'est-ce que c'est aussi que manque d'autonomie? C'est par exemple une sous-utilisation des compétences qu'on a, ou en tout cas le fait de ne pas pouvoir utiliser et de ne pas pouvoir développer ces compétences. Et là, on voit aussi que les restructurations sont globalement un facteur négatif pour les marges de manœuvre. Parce que toujours dans cette idée de rationalisation qu'on va retrouver dans les restructurations, on a souvent du coup une rationalisation des processus, c'est-à-dire une définition de standards de travail ou de prescrits qui sont plus détaillés, notamment pour permettre la densification et l'intensification du travail, et donc qui vont restreindre fortement les latitudes décisionnelles, c'est-à-dire la capacité de choisir comment on travaille. Et puis, on l'a vu, la densification, l'intensification, ça rend très difficile la prise de recul sur son travail et donc, ça rend difficile l'adoption de stratégies opérationnelles évolutives, c'est-à-dire effectivement de pouvoir adapter la manière dont on travaille au changement de contexte. Les exigences émotionnelles, c'est un facteur de RPS important. Et qu'est-ce qu'on va retrouver derrière ce facteur de risque? C'est quand, au cours de son activité, le ou la salarié va rencontrer des situations difficiles à gérer émotionnellement. C'est des tensions dans les relations avec ses collègues, la hiérarchie, les clients, des patients. Ça peut être un sentiment de peur, d'accident, de violence, peur de l'échec, ou ça peut être la confrontation à la souffrance d'un patient, d'un collègue. C'est des situations en fait qui vont impliquer une maîtrise de ses émotions et qui vont impliquer la nécessité de façonner ses propres émotions. On va devoir se forcer à rester calme, réprimer un sentiment de peur, essayer de maintenir une posture qu'on va qualifier de professionnelle, même face à des difficultés, face à la souffrance de ses collègues, de ses clients. Donc ça, c'est un facteur de risque aussi psychosociaux, bien identifié par le rapport Golac. Et dans un contexte de restructuration, c'est un facteur de risque. Et c'est un facteur de risque majeur, notamment pour les services RH, pour le management de proximité et pour les représentants du personnel qui sont en fait en première ligne face à des salariés angoissés, à des salariés en situation d'insécurité ou de souffrance. En fait. Voilà. Les difficultés dans les rapports sociaux et les relations de travail. Qu'est-ce qu'on va trouver comme élément pour ce facteur de risque dans les rapports sociaux dégradés? On a un manque de clarté dans l'organisation du travail et des interactions entre services. Et là, dans un contexte de restructuration, on est dans une organisation en devenir qui est souvent mal adaptée aux contraintes de l'activité réelle, qui est mal définie, une organisation peu claire. Donc, effectivement, on va vraiment, entre guillemets, cocher la case, pas de clarté dans l'organisation. Qu'est-ce qu'on a comme relation de travail dégradée? On a un soutien social insuffisant entre collègues. Et là, ce qu'on peut observer dans un contexte de restructuration, c'est que l'intensification et la densification du travail va en fait véritablement empêcher les temps d'échange entre collègues. Et donc, en plus, comme on est effectivement dans un contexte qui souvent génère des situations de tension, on est sur à la fois moins de temps d'échanger et puis des échanges qui portent en général sur, on va dire, des sujets de tension et des sujets conflictuels. Donc, dans ce cas-là, on l'observe vraiment une dégradation du fonctionnement des collectifs de travail. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a un dialogue social dégradé. Alors là, évidemment, en cas de restructuration, on est dans un contexte par essence conflictuel. Et donc, on a très fortement, en général, un dialogue social dégradé. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi comme facteur de risque dans cette famille des difficultés des rapports sociaux? On a une reconnaissance insuffisante du travail. Et là, nous, ce qu'on peut observer vraiment quand on rencontre des salariés dans le cadre en situation de restructuration, c'est que la perspective d'un licenciement, c'est vraiment une rupture d'un contrat moral implicite entre le salarié et l'employeur, qui est vraiment vécu par les salariés souvent comme une négation des efforts qui ont été réalisés par le passé pour l'entreprise. Et vraiment, du coup,
le contraire de la reconnaissance du travail effectué, hein. Et donc, vraiment, c'est vécu comme, bah, en fait, je me suis donné pour l'entreprise et cet effort que j'ai fait n'est absolument pas reconnu. Au contraire, en fait, on me vire, hein, voilà. Et donc, on a cette question de la reconnaissance du travail qui est aussi une ressource vraiment importante, hein, pour la santé au travail. Et donc, au contraire, cette absence de reconnaissance, euh, c'est vraiment un facteur de risque important. Eh bien, dans le cas de restructuration, cette reconnaissance, en général, elle disparaît, ce sentiment de reconnaissance disparaît complètement. Ensuite, on a la question des conflits de valeurs et de la qualité empêchée. Et là, on va retrouver quoi? On va trouver effectivement la perte de sens au travail, le sentiment de faire un travail inutile, le sentiment de mauvaise qualité, faire des choses qu'on désapprouve, et puis le fait de ne pas avoir les ressources en temps, en compétences, en moyens techniques, pour pouvoir réaliser un travail de qualité. Et ça, c'est ce que montrent aussi, par exemple, les graphes suivants, c'est que en cas de restructuration, on a une part importante des salariés, effectivement, qui vont dire, ben voilà, moi j'ai la crainte que la restructuration m'empêche de faire correctement mon travail. Et puis, c'est associé à des forts niveaux, effectivement, de stress, d'angoisse, et puis de mauvaise santé mentale, qu'on voit ici encore via des troubles du sommeil. Alors, effectivement, dans le cadre de restructuration, cette question de la qualité empêchée, c'est vraiment un facteur de risque majeur parce qu'en fait, cette intensification du travail, cette densification du travail, cette surcharge du travail et cet affaiblissement du soutien social, c'est-à-dire qu'en général, on peut moins compter sur les collègues, ce rationnement des ressources techniques fait que les salariés en situation de restructuration ou en général après la restructuration, bah, en fait, disent bah, je suis plus capable de réaliser un travail de qualité. Je suis plus capable de réaliser un travail comme je voudrais qu'il soit. Je suis plus capable de réaliser un travail conformément à ce que j'estime être un bon travail. Et ça, clairement, c'est un facteur de risque psychosocial majeur avec des incidences très fortes en termes de mauvaise santé, hein. Et donc, on n'y pense pas toujours, mais les restructurations, c'est vraiment un facteur de risque en termes de conflit de valeurs et notamment en termes de qualité empêchée. D'ailleurs, ce qu'il faut dire sur ce type de facteur de risque, c'est que tout le monde y perd, le salarié évidemment, mais aussi l'entreprise qui voit dans un premier temps effectivement la qualité du travail dégradée et puis mécaniquement après un désinvestissement très fort du coup des salariés qui n'arrivent plus à se retrouver dans leur travail. Dernier famille de facteurs de risque, alors celui qui est peut-être le plus évident ou en général celui auquel on pense en premier, c'est l'insécurité de la situation de travail, c'est-à-dire principalement l'insécurité de l'emploi et du métier. Donc on va retrouver l'insécurité de l'emploi, c'est la question de la précarité du contrat, c'est surtout la peur de perdre son emploi et puis l'insécurité du métier, c'est effectivement quand on a des changements dans son travail qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas accompagnés. Et ça, évidemment, c'est un facteur de risque intrinsèque aux restructurations, puisque en cas de restructuration, on a le sentiment, enfin la crainte de perdre son emploi, la crainte de voir ses compétences, on va dire, dévalorisées sur le marché du travail, la crainte de voir sa rémunération et son niveau de vie durablement baisser. Et puis, pour les salariés qui restent, en fait, la crainte de voir son entreprise affaiblie durablement. Donc ça, c'est vraiment, évidemment, un facteur majeur de RPS, cette question de l'insécurité de l'emploi et de la situation de travail. Ça peut aussi d'ailleurs ça peut déboucher sur ce qu'on appelle le syndrome du survivant, hein. Alors, parce qu'en fait, ce sentiment d'insécurité, évidemment, il est au moment où la restructuration se met en place, c'est-à-dire qu'on a peur de perdre son emploi. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que l'insécurité de la situation de travail, elle va perdurer, y compris pour les salariés qui vont rester dans l'entreprise, hein. C'est ce qu'on appelle le syndrome du survivant, avec un sentiment de culpabilité. Pourquoi c'est arrivé à moi et pas aux autres? Un sentiment d'incertitude permanente. C'est est-ce que du coup, ça ne va pas se répéter? Est-ce que je ne vais pas être le prochain sur la liste? Et en fait, ce qu'on observe, nous, c'est que dans un contexte de post-restructuration, les salariés sont très souvent inquiets de l'orientation future de l'entreprise, avec une perte de confiance dans l'entreprise et éventuellement aussi en soi, hein. Donc, il faut avoir en tête que cette question de l'insécurité de la situation de travail,
elle ne concerne pas uniquement les salariés qui vont se faire licencier, mais elle concerne bien tout le monde, y compris les salariés qui vont rester dans l'entreprise. Après, toujours un petit peu dans cette question du sentiment d'insécurité, et si on élargit, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, alors on a parlé effectivement des suppressions de postes, des plans de sauvegarde de l'emploi, des ruptures conventionnelles collectives, des accords de performance collective, mais on a aujourd'hui aussi beaucoup ce qu'on appelle les restructurations permanentes. En fait, il faut comprendre que le concept de restructuration ne se limite pas aux réductions d'effectifs, mais effectivement, aujourd'hui, c'est en quelque sorte un mode d'organisation ou un mode, on va dire, d'organisation ou de management avec la mise en œuvre d'organisations flottantes, indistinctes, flexibles et des évolutions, effectivement, des organisations et des conditions de travail qui vont être invisibles ou en tout cas non dits, mais qui vont être un petit peu rampantes au niveau de l'évolution des effectifs, du partage des tâches. Voilà. Et donc, ça peut passer notamment par des organisations, on va dire, un peu en mode projet, hein, avec des équipes projets qui sont modifiées fréquemment, qui font appel effectivement à des ressources variables. On a du coup aussi des organisations de plus en plus flexibles avec le recours à l'intérim, le recours à l'externalisation, le recours à la sous-traitance, l'offshoreisation, ça veut dire effectivement qu'on va externaliser, alors toujours au sein d'un même groupe, hein, mais un certain nombre de prestations dans des pays d'Europe de l'Est, dans des pays du Maghreb, en Inde, etc. Et ces formes de restructuration, on va dire un peu rampantes, elles induisent aussi toutes des facteurs de RPS, parce qu'en fait, elles vont concourir à une intensification du travail, à une ambiguïté des tâches et du partage des responsabilités, et puis un sentiment permanent d'insécurité. On comprend, hein, par exemple, effectivement, si votre entreprise a recours fréquemment à de la sous-traitance, à de l'externalisation, vous pouvez toujours vous demander si effectivement votre poste n'est pas le prochain sur la liste qui va être externalisé ou sous-traité. Et donc, effectivement, ce mode un petit peu de restructuration, d'organisation via des restructurations, on va dire, permanentes, génère une insécurité continue de la situation de travail. Voilà, je vous propose qu'on passe là-dessus, on vous diffusera le support et puis vous pourrez regarder comment on peut penser la combinaison des facteurs de RPS. Hein. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que en fait, dans la restructuration, on va cocher toutes les mauvaises cases du modèle de santé au travail de Karasek, c'est-à-dire plus de charge de travail, moins d'autonomie, moins de soutien social. Et là, on a un modèle de santé au travail qui est celui de Karasek, qui va nous dire que c'est véritablement pathogène. Et donc, on a une conjonction, on va dire, de facteurs de risque qui vont déboucher sur une mauvaise santé. Hein. Vous pourrez regarder peut-être plus en détail tout à l'heure ce modèle de Karasek. Alors, les conséquences pour la santé et pour l'entreprise. On a une étude qui est l'étude IRES qui a été faite en 2009, qui est un petit peu l'état de l'art sur les conséquences des restructurations sur la santé des salariés. En fait, ce que nous dit cette étude, c'est que les restructurations, ça va d'abord déboucher sur les troubles de la santé mentale, des troubles anxieux, des troubles dépressifs. On va retrouver effectivement des syndromes anxio-dépressifs, parfois des situations de stress post-traumatique, voire des tendances suicidaires. Et puis, en termes de santé physique, on va regarder, ce qu'on va montrer effectivement, c'est qu'on va avoir davantage de maladies cardiovasculaires sur les salariés concernés par des restructurations et davantage aussi de troubles musculo-squelettiques. Là, c'est principalement pour les salariés qui vont rester dans l'entreprise. Et puis, de manière générale, on va avoir une aggravation ou une rechute de maladies chroniques préexistantes. Voilà, donc un tableau voyez, particulièrement négatif et noir des conséquences des restructurations sur la santé. Vous retrouverez tous les détails dans l'étude IRES de 2009 qui est très bien faite, très complète. Donc ça, c'est effectivement l'impact général et aussi beaucoup l'impact sur les salariés qui vont rester dans l'entreprise. Hein. Après, effectivement, une restructuration, qui vont connaître ces troubles de la santé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, les atteintes à la santé, elles vont arriver dès le processus de restructuration. C'est-à-dire dès avant que les emplois vont être supprimés, on va avoir des troubles de la santé. C'est-à-dire que pendant le processus de restructuration, alors en fait, d'abord, les salariés vont éprouver un sentiment d'insécurité.
Donc, on l'a vu, hein, le sentiment d'insécurité dans l'emploi. Et puis, ce que les études montrent très bien, c'est que, effectivement, pendant les phases de mise en œuvre de la restructuration, donc avant même les licenciements, on a une mauvaise santé, principalement une mauvaise santé mentale et une mauvaise santé psychique. Nous, on le voit dans des expertises, hein, quand effectivement on interroge les salariés, soit en entretien, soit via des questionnaires, et bien que leur santé est dégradée dès avant la fin du processus d'information-consultation, en fait, hein, dès avant les licenciements. Voilà. Donc, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que la question des RPS et d'une mauvaise santé induite par des structurations, elle se pose vraiment dès le début du processus. Et puis, donc on a un peu évoqué la question de la santé des salariés qui vont rester dans l'entreprise, la santé des salariés avant la restructuration, et en fait, il ne faut pas oublier aussi la santé des salariés licenciés, où là, toujours la même étude IRES, hein, montre que perdre son emploi, ça a vraiment un impact très négatif sur la santé. Très concrètement, le chômage, c'est vraiment un condensé de facteurs de risque pour la santé des personnes, hein, effectivement. Et les recherches vont montrer que perdre son emploi, ça a des effets sur la santé mentale, en termes d'anxiété, de détresse psychologique, de dépression. Et puis, on a aussi des conséquences en termes de santé physique où on va retrouver notamment des troubles, on va dire plutôt cardiaques, et puis en général, effectivement, des situations d'addiction pour les salariés, effectivement, au chômage. Voilà, donc un tableau assez noir. Voilà, on a effectivement ici les risques sur la santé physique des salariés licenciés. Donc un tableau assez noir. Maintenant, la question, c'est comment agir effectivement face à ces facteurs de risque qu'on va retrouver dans la restructuration et face à ces conséquences, hein, de ces facteurs de risque sur la santé physique et mentale des salariés. Comment vous, représentants du personnel, vous pouvez agir? Alors, il faut d'abord rappeler que l'employeur, lui, il a des obligations. Il a à la fois une obligation de résultat et de moyens. Et en fait, vous avez effectivement, il faut se focaliser sur deux obligations. Il a d'abord une obligation, quand il met en place une restructuration, l'employeur, une obligation d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être supprimés, hein. Et donc, notamment, à partir du moment où il va mettre en place un projet de restructuration, il va mettre sur la table un projet de restructuration, l'employeur, il va être obligé d'évaluer les risques associés à ce projet, donc les risques en termes de les risques professionnels, hein, les risques en termes de conditions de travail et de santé au travail. Et notamment, ça va devoir passer par une mise à jour de la politique de prévention et notamment une mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, une première chose, effectivement, quand vous êtes confronté à un projet de restructuration, c'est de bien vérifier que votre employeur a respecté cette obligation de se questionner sur quels sont les facteurs de risque induits par ma restructuration. Ça, c'est la première obligation, c'est évaluer les risques. Et deuxième obligation, c'est mettre en place une organisation et des moyens adaptés pour préserver la santé. Donc, ce qui veut dire effectivement autre chose, ça veut dire que l'employeur, non seulement il doit évaluer les risques, mais quand tu mets en place une restructuration, quand tu mets en place une nouvelle organisation, il doit s'assurer que cette nouvelle organisation, eh bien, ne dégrade pas la santé des salariés, hein. Donc ça, effectivement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, il faut vérifier que votre employeur, il a fait ce travail d'évaluer les risques, qu'il a montré à travers cette évaluation que la restructuration n'avait pas d'impact négatif sur les conditions de travail et sur la santé. Et évidemment, du coup, une fois que vous avez vérifié qu'il avait fait ce travail, il faut vérifier, on va dire, la qualité de ce travail et regarder que l'évaluation des risques qu'il a réalisée est réalisée correctement et correcte, et que s'il dit que la restructuration n'a pas de conséquences sur la santé, ben, il faut être en mesure effectivement de le vérifier et on va dire de le challenger entre guillemets sur ce point. Comment ça peut… Alors, si on prend maintenant les trois principaux outils de restructuration, hein, d'abord
le PSE, quand on n'a plus de licenciements collectifs pour motif économique, eh bien, en fait, voilà, on va revoir ici les obligations qui vont se décliner effectivement en cas de licenciement pour motif économique. On a d'abord cette obligation, effectivement, d'évaluer précisément les risques professionnels induits par le projet de PSE. Et là, l'employeur doit présenter une évaluation complète et détaillée de ces facteurs de risque à travers notamment un DU, donc un document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour. Et ça doit être fait dans le cadre de l'information consultation du CSE, dans le cadre du PSE. Vous avez un PSE, le CSE est informé et consulté. Et donc, c'est dans le cadre de cette information consultation, nous dit le Code du travail, que l'employeur doit effectivement réunir et consulter le comité social et économique sur, notamment, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Et ça, c'est lié à son obligation de moyens et de résultats en ce qui concerne la santé des salariés, puisque du coup, on voit ici que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et ces mesures comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Et ça, c'est très important, la conjonction de cette double obligation, à la fois effectivement d'information, consultation et cette obligation de moyens et de résultats, parce qu'on a une jurisprudence récente du tribunal des conflits. Le tribunal des conflits, c'est vraiment une juridiction qui est tout en haut de la pyramide du droit en France, qui est encore au-dessus à la fois du Conseil d'État et de la Cour de cassation, parce qu'en fait, c'est la juridiction qui va arbitrer entre Conseil d'État et Cour de cassation. Et ce tribunal des conflits, finalement, a dit, là, en juin 2020, qu'effectivement, c'était dans le rôle de l'autorité administrative, à savoir de la directe, effectivement, de contrôler les mesures d'évaluation et de prévention des risques prises par l'employeur en application de son obligation de sécurité. Donc, vous le savez sûrement, aujourd'hui, quand il y a un PSE, il doit être soit homologué, soit validé par la directe. Et en fait, ce que dit cette jurisprudence, c'est que désormais, la question de la santé au travail et la question de comment l'employeur a pris ce sujet de la santé au travail en compte dans son PSE, eh ben, ça fait partie du bloc de contrôle de la directe. Donc, en fait, on comprend à travers cette jurisprudence qu'une autorité administrative, que la directe, peut retoquer, entre guillemets, un PSE si jamais elle estime que l'employeur n'a pas correctement pris en compte la question de la santé au travail, des conditions de travail et des RPS dans le projet de PSE. Et donc ça, pour les représentants du personnel, c'est un levier très fort parce que effectivement, c'est une manière, c'est un moyen pour vous de faire pression sur votre employeur en disant bah, écoutez, traitez correctement la question de la santé au travail et des RPS dans votre projet, parce que sinon, nous, on se manifestera auprès de la directe et il y a la possibilité que la directe, effectivement, refuse de valider ou d'homologuer le PSE. Et en général, quand l'employeur est dans cette situation-là, effectivement, il fait évoluer le projet dans le sens en fait, d'un projet qui va davantage préserver la santé des salariés. Donc, il faut bien avoir ça en tête, que déjà, la loi et la jurisprudence récente vous donnent quand même quelques armes quand vous êtes dans le cadre d'un PSE. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'il faut comprendre dans un PSE, c'est que les enjeux, c'est quoi? C'est comprendre l'activité de travail aujourd'hui et puis projeter cette activité de travail demain. Effectivement, les grandes questions, ça va être les difficultés que les salariés connaissent déjà. Est-ce qu'elles vont être accentuées avec le PSE? Est-ce que de nouvelles difficultés, de nouvelles contraintes vont apparaître? Est-ce que les ressources actuelles qui facilitent l'activité, est-ce qu'elles vont subsister ou est-ce qu'elles vont disparaître? Par exemple, le soutien du collectif de travail. Est-ce que réaliser un travail de qualité demain, ça va être toujours possible? À quelles conditions? À quel prix pour la santé des salariés, le cas échéant? Comment va évoluer le périmètre des postes? Est-ce qu'il va y avoir davantage de polyvalence? Et puis surtout, comment la charge de travail va évoluer? Alors, toutes ces questions-là, il faut les avoir en tête et vous pouvez questionner, enfin, vous devez questionner votre employeur sur est-ce que vous avez pris tout ça en compte, effectivement, dans votre projet de PSE? Comment vous avez identifié les risques? Et du coup, c'est aussi sur la base de cette grille de lecture, de ce type de questions, que vous pouvez finalement toquer à la porte de la directe en disant bah voilà, nous on estime que l'employeur sur ces sujets-là, il n'a pas correctement fait son travail et que donc il y a vraiment matière effectivement à le forcer à faire évoluer son projet, sous peine effectivement que le PSE ne soit pas validé ou homologué. Et clairement, là-dessus, vous avez un outil qui nous paraît important à votre disposition, qui est l'expertise.
Quand il y a un PSE, hein, vous avez la possibilité de désigner un expert, et un expert qui va travailler à la fois sur les sujets économiques, sociaux et aussi santé, sécurité, conditions de travail. Et le boulot de l'expert, ça va vraiment être finalement d'interroger ces enjeux, de regarder ces questions, de regarder comment l'employeur y a répondu ou n'y a pas répondu, comment l'activité va être transformée. Et du coup, ça va aussi vous donner à la fois des armes pour influer sur le PSE, et ça va aussi vous donner des armes et des outils pour aller toquer à la porte de la directe en disant, regardez, compte tenu de ce que nous montre l'expert, on peut estimer que notre employeur n'a pas correctement pris en compte la question de la santé au travail dans le PSE et qu'il faut vraiment faire évoluer le projet. Hein, c'est ce que redit ici ce slide, c'est que effectivement, par rapport aux grandes questions que vous pouvez vous poser, effectivement, l'expert qui va travailler sur le volet santé, sécurité, conditions de travail va pouvoir vous aider. Il va pouvoir vous aider à montrer comment les suppressions de postes liées à un objectif économique vont déboucher sur une organisation qui peut être pathogène, et on va pouvoir du coup vous aider à faire des propositions de modification de l'organisation cible, des propositions d'action de prévention. L'expert va pouvoir vous aider à challenger le projet de la direction en instruisant des scénarios alternatifs qui vont préserver l'emploi et la santé des salariés, et des scénarios évidemment viables économiquement. Donc ça pourra aussi vous aider à alimenter votre négociation sur l'emploi en disant simplement, en fait, monsieur l'employeur, l'organisation que vous nous proposez, tout simplement, elle n'est pas tenable d'un point de vue de la santé au travail, donc il faut la revoir et il faut davantage préserver l'emploi parce que c'est la condition pour que le travail puisse être correctement réalisé demain. Donc ça, l'expert, effectivement, va pouvoir vous aider à travailler sur le sujet. Et puis, va pouvoir aussi vous aider à travailler à la construction des catégories professionnelles. Et puis, par rapport effectivement au point un petit peu juridique qu'on a vu, on va pouvoir vous accompagner pour voir si effectivement l'employeur a rempli ses obligations légales en termes de santé au travail, à savoir est-ce qu'il vous a correctement informé et consulté sur les questions santé au travail, et est-ce que l'organisation qu'il met en place préserve la santé ou non. Voilà. Ensuite, deuxième outil de restructuration, les ruptures conventionnelles collectives. Alors, on rappelle très rapidement, les ruptures conventionnelles collectives, c'est quoi? Alors, c'est en fait un accord d'entreprise qui va être valide s'il est signé par les OS qui vont peser plus de 50%. Il y a une erreur de signe, plus de 50% ou plus de 30% plus référendum. Dans la RCC, on est uniquement sur un départ volontaire. Il n'y a pas de départ contraint. C'est l'essence même du dispositif. Et par contre, pour la rupture conventionnelle, il n'y a pas besoin de motif économique et il n'y a pas d'information consultation du comité social et économique. Alors, le point très important dans les RCC, c'est que contrairement au plan de sauvegarde de l'emploi, la description de l'organisation cible dans le projet d'accord n'est pas une obligation. C'est-à-dire que la loi ne dit pas que l'accord doit présenter l'organisation qui va découler de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective. Et en fait, nous, dans les RCC dont on a eu connaissance, quand on accompagne les équipes, en fait, on se rend compte que l'organisation cible post-RCC, elle est très rarement, en fait, quasiment jamais explicitée dans les accords. Et très concrètement, elle ne fait pas l'objet d'une négociation entre la direction et les organisations syndicales. Et ça, en fait, c'est problématique du point de vue de la santé au travail. Avec effectivement cette grande question qui n'est pas en fait, qui n'est pas éclairée en général dans la négociation, la question effectivement de dire que la direction n'explique pas comment l'entreprise va fonctionner demain après le départ des salariés, et du coup comment va s'organiser le travail demain pour ceux qui restent, comment vont s'organiser les salariés. Et donc il y a vraiment un enjeu pour les représentants du personnel et pour les négociateurs côté salarié, c'est vraiment d'analyser l'organisation cible qui est sous-jacente au projet de RCC. D'abord, savoir si elle est clairement définie, parce que parfois, on a l'impression qu'elle est définie, mais que l'employeur ne la met pas sur la table. Et parfois, on a l'impression qu'en fait, elle n'est même pas définie, que l'employeur ne sait pas trop où il va. Simplement, effectivement, il veut faire des gains de masse salariale, il passe par une rupture conventionnelle collective, mais en fait, l'organisation cible n'est pas définie. Et grosso modo, ce qu'expliquent parfois les employeurs, c'est que l'organisation cible, on verra demain, en fonction de qui va adhérer au départ volontaire dans la rupture conventionnelle collective. Voilà. Et ça, du coup, c'est vraiment porteur de risque pour la santé des salariés,
à deux points de vue, en fait, hein, parce que si effectivement le nombre de départ est trop important, bah, on est sur, de manière assez évidente, le risque d'une surcharge de travail. Mais souvent, ce qu'on peut observer aussi, c'est que en fait, les départs ne vont pas forcément se réaliser sur les postes que l'employeur voulait voir supprimés dans sa nouvelle organisation. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous avez un service A où effectivement bah, l'employeur va estimer qu'il y a un sureffectif et donc du coup qui doit être diminué via des départs dans la RCC. Mais si jamais effectivement la RCC est ouverte à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et ce n'est pas les salariés du service en question qui vont partir, mais c'est les salariés d'un autre service qui, lui, a priori, bah, est déjà à un effectif correct et ne peut pas fonctionner avec moins d'effectifs, comment vous allez vous retrouver demain? Vous allez retrouver avec d'un côté un service qui est toujours en sureffectif et de l'autre côté un service qui est en sous-effectif avec un fort risque de désorganisation et de surcharge de travail. Et donc là se pose la question, en général, qui est rarement discutée du coup dans les négociations RCC, de dire bah, comment on va organiser les mobilités internes entre le service A qui va se retrouver en sureffectif et le service B qui va être en sous-effectif, parce qu'en fait, on a des salariés de ce service qui sont partis dans le cadre de la RCC. Voilà. Et donc, effectivement, tout ça, c'est des enjeux d'organisation du travail qu'il faut vraiment essayer, on va dire, de débugger dès la négociation de la RCC, parce que sinon, on va se retrouver avec des facteurs de risque majeurs en termes de surcharge de travail, en termes de désorganisation des collectifs de travail, qui vont vraiment être des facteurs de RPS majeurs. Nous, on a eu effectivement les témoignages de salariés et de représentants du personnel sur des entreprises dans des situations post-RCC, où effectivement, les salariés le reconnaissaient, hein, les représentants du personnel reconnaissaient qu'ils n'avaient pas suffisamment traité ou pris en compte cette question de l'organisation future de travail dans la négociation, et qu'en fait, ça avait débouché vraiment sur des situations catastrophiques. Donc, attention sur les RCC. Vraiment, il faut faire rentrer l'enjeu conditions de travail et organisation du travail dans la négociation. Voilà. Alors là, c'est un peu compliqué dans le sens où c'est uniquement de la négociation, parce qu'en fait, dans le cadre d'une RCC, vous n'avez pas d'informations consultation sur la RCC en fait, hein, du CSE. Donc, les leviers que vous avez dans le cadre du PSE, notamment le fait que l'employeur, dans le cadre de l'information consultation, doit vous renseigner sur les SPSSCT, bah, n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est bien les négociateurs côté salariés qui vont devoir exiger dans la négociation, du coup, eh bien, les éléments qui vont concerner l'organisation du travail, les conditions de travail et les facteurs de risque psychosociaux. Donc la question, effectivement, pour les négociateurs, c'est est-ce qu'on en fait finalement une condition de la signature de l'accord RCC, le fait d'avoir une visibilité sur les questions d'organisation du travail et de santé au travail. Dernier outil de restructuration, c'est l'accord de performance collective. Donc, on rappelle, hein, c'est quoi l'accord de performance collective? En fait, c'est un accord qui va modifier les conditions d'emploi en modifiant finalement 4 éléments essentiels du contrat de travail, c'est-à-dire le temps de travail et l'organisation du temps de travail, le lieu de travail avec l'organisation de mobilité géographique. Il va modifier le contenu du travail avec la possibilité d'instituer des mobilités professionnelles et il va aussi modifier possiblement la rémunération. Hein. Donc, en fait, on a un accord. S'il est signé, il va prendre le dessus sur le contrat de travail en ce qui concerne tous ces éléments, hein, en tout cas potentiellement en fonction de ce qu'on va trouver dans l'accord. Donc, ce qu'on comprend là, effectivement, c'est que on va avoir les conditions d'emploi, les conditions de travail des salariés qui vont être fortement modifiées potentiellement par les dispositions de la PCE. Ce que je n'ai pas dit, mais vous savez peut-être, c'est que si un salarié refuse de se voir appliquer les dispositions de l'accord, en fait, l'employeur peut le licencier pour un motif réel et sérieux qui n'est pas un motif économique. Hein. Donc, en fait, c'est-à-dire que soit le salarié accepte de voir effectivement ses conditions d'emploi, c'est-à-dire rémunération, temps de travail, lieu de travail, contenu de travail modifié, soit effectivement il est licencié. Donc, quand on a dit ça, on comprend qu'un accord de performance collective, ça peut apporter beaucoup de facteurs de RPS. Hein, puisque modifier le temps de travail, modifier l'organisation du travail, ça peut déboucher sur une intensification du travail, sur un déséquilibre vie pro, vie perso. Diminuer la rémunération ou modifier les modalités de calcul de la rémunération, ben, ça peut avoir comme conséquence effectivement une insécurité économique, un manque de reconnaissance. Mettre en œuvre des mobilités fonctionnelles, ça veut dire changer le contenu du travail, eh bien, effectivement, c'est aussi de l'insécurité.
S'il y a du déclassement, ça peut effectivement déboucher sur une mésestime de soi, un manque de reconnaissance. Et puis, la mise en œuvre de mobilité géographique, bah, évidemment, ça a un impact très fort potentiellement sur la vie personnelle. Donc, on voit en fait que l'ensemble des dispositions qu'on va pouvoir retrouver dans un accord de performance collective bah, sont porteurs de facteurs de RPS. Et puis après, il ne faut pas oublier que si vous avez des salariés qui vont refuser les dispositions de l'accord, eh bien, on va avoir des licenciements qui n'ont d'ailleurs pas forcément été prévus dans l'organisation cible par l'employeur, une diminution d'effectifs et donc un risque fort d'une surcharge de travail et d'une désorganisation des collectifs de travail avec à la clé encore des facteurs de RPS. Donc, sur les accords de performance collective, hein, c'est comme les RCC, l'accord de performance collective, c'est un accord. Donc, effectivement, c'est un accord qui est signé après une négociation. Et tout l'enjeu, c'est dans la négociation de faire rentrer les enjeux organisation du travail et santé, sécurité, conditions de travail dans la négociation. Avec peut-être, pour terminer, hein, deux axes. D'abord, effectivement, demander à l'employeur d'évaluer les risques induits par les dispositions de l'accord et de mettre en place des mesures de prévention. C'est-à-dire, effectivement, si on a des changements de temps de travail, c'est demander à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé de ces changements de temps de travail et, le cas échéant, de prévoir dans l'accord des mesures de prévention complémentaires par rapport aux facteurs de risque qui pourraient déboucher de cette modification du temps de travail. Ensuite, ce qu'on peut recommander aussi, c'est de mettre en place une commission de suivi de l'accord avec, par exemple, à cette commission, une communication d'indicateurs santé-sécurité périodiques et éventuellement ce qu'on va appeler une clause de revoyure fondée sur ces indicateurs. Alors, ces indicateurs, ça peut être effectivement, par exemple, l'absentéisme, les accidents du travail, ou ça peut être des indicateurs RPS, par exemple, qui sont construits à partir d'enquêtes flash d'une dizaine de questions qui sont passées, par exemple, trimestriellement aux salariés. Et puis, on voit que si ces indicateurs dévient, par exemple, tout d'un coup, il y a beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'accidents du travail, ou que les salariés déclarent être en situation de stress, eh ben, on va dire, bah, stop, oh là, effectivement, l'accord, on va suspendre une partie de ces dispositions, ou en tout cas, on va se revoir pour mettre en place des dispositions complémentaires qui seront autant de mesures de prévention. Voilà, j'ai terminé. Je suis en retard puisque une heure est déjà passée, mais je pense qu'on va prendre quand même un quart d'heure ensemble, si vous avez le temps, effectivement, pour échanger et répondre à vos questions. Alors, on a eu une dizaine de questions. Je propose, comme c'est la seule ou le seul qui a levé la main, alors tout à l'heure, il y avait Sama qui avait levé la main finalement. Apparemment, elle l'a baissée ou je ne la vois plus dans les participants. Donc, il y a Aïs Altindas qui a levé la main, qui est la seule personne qui peut poser pour l'instant une question orale. Et après, on prendra les questions écrites. Donc, Aïs, je vous permets de parler. Allez-y, si vous le voulez. Oui, bonjour. Bonjour. C'était pour savoir si on pouvait faire intervenir la directe hors cadre PSE, dans le cadre d'une réorganisation de services où nous, on s'aperçoit dans notre entreprise que l'employeur n'a pas du tout identifié les risques avant la mise en place de la réorganisation. Est-ce qu'on peut faire intervenir la directe pour qu'il obtienne ces informations-là auprès de l'employeur? Oui, alors là, en fait, ce n'est pas la directe directement, en tout cas, ce n'est pas la directe en tant qu'autorité administrative, mais c'est l'inspection du travail. En fait, là, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas dans le cadre d'un PSE, il faut saisir votre inspecteur ou votre inspectrice du travail et effectivement lui faire remarquer que l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales, à savoir effectivement qu'il n'a pas, qu'il vous a pas correctement informé et consulté, qu'il n'a pas évalué correctement les risques associés à son projet. Et donc là, c'est l'inspection du travail qui pourra éventuellement enjoindre l'employeur effectivement à compléter l'information consultation. Voilà. Donc c'est plutôt l'inspection du travail. Après, ce que vous avez aussi comme possibilité,
Alors, ce qui est un peu plus, on va dire, un peu plus dur, hein, c'est effectivement de saisir le tribunal judiciaire dans la forme des référés pour qu'il enjoigne, pour qu'il force en fait votre employeur à correctement, à vous informer et consulter correctement, notamment sur cet aspect santé, sécurité et conditions de travail. En fait, souvent, on se rend compte que si on ne passe pas par la case référé auprès du tribunal judiciaire, souvent, effectivement, le temps de contacter l'inspection du travail, le temps que l'inspection du travail, effectivement, puisse se saisir du sujet et du dossier. En général, le délai d'information-consultation, qui est souvent de 1 mois, est déjà passé et c'est trop tard. Donc, c'est vrai que là, on est quand même dans votre cas, on est en général plutôt dans un contexte assez défavorable parce qu'on a les délais d'information-consultation en fait, qui vont courir. Et là, finalement, le délai joue plutôt en votre défaveur et joue plutôt en faveur de l'employeur. Parce qu'au bout des 1 mois d'information-consultation, hein, si on est sur un délai d'1 mois, eh bien, pas d'avis vaut avis. Et même si effectivement, a posteriori, vous expliquez qu'en fait, vous ne pouviez pas rendre votre avis parce que vous n'aviez pas l'information suffisante, notamment sur les aspects SSCT, bah, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut parfois tout de suite passer par la case tribunal judiciaire, du coup, en la forme des référés, même si c'est compliqué, c'est lourd, qu'il faut se faire accompagner d'un avocat. Mais voilà. Merci. Oups, pardon. Excusez-moi, Aïs, je vous ai coupé en plein remerciement. Oui, voilà, merci beaucoup. Bon. On a, dans les questions orales, on a Stéphane qui voulait poser une question. Stéphane, allez-y. Oui, bonjour à tous. Donc, une question par rapport. Bonjour. Nous sommes dans le cadre d'un PSE dans une industrie pharmaceutique. Effectivement, il y a eu une évaluation des risques RPS faite dans le livre 2 sur l'organisation et sur la mise en place du PSE. Force est de constater aujourd'hui, on a fait plusieurs réunions, que toutes les colorations et les risques qui étaient, on va dire, déterminés sont présents. Et malgré tout, les psychologues, l'IN77 que vous pouvez joindre quand vous voulez et le service médical présent, ça marche peu ou pas. Et on s'aperçoit que les gens sont dans un mal-être et avec des forts risques RPS et qu'on a beaucoup de mal, au final, à faire intervenir et la médecine du travail sur place et mettre en face les obligations de l'employeur par rapport à ce qu'il devrait faire. Et on a des salariés qui sont vraiment pas bien. Même si effectivement, ils ont mis pléthore on va dire, de mesures, mais dans les faits, il n'y a rien qui se passe ou peu qui se passe. Donc là, on a demandé une réunion du CSE Extra pour faire un point justement avec le médecin du travail qu'on a sur place pour tout simplement les mettre un petit peu le nez devant leurs contradictions. Mais dans les faits, même si on a eu malheureusement l'habitude de PSE et de travailler avec Syndex et les experts, tout ce qui s'ensuit, c'est très dur pour nous actuellement de faire remonter ça et de mettre en exergue cette problématique RPS. Donc, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Alors, bon, déjà, alors, effectivement, les cellules d'écoute psychologique, etc., bon, comment dire, c'est très bien. Après, nous ce qu'on dit, c'est qu'en général, un salarié, effectivement, qui craint de perdre son emploi, en général, en fait, lui, il se dit, moi, je n'ai pas besoin de voir une psychologue, parce qu'effectivement, on va voir un psychologue quand on a une santé psychique dégradée, qu'on ne se sent pas bien et qu'on cherche à comprendre pourquoi on ne se sent pas bien. En général, là, le salarié, effectivement, qui est dans le maelstrom d'un PSE, il ne se sent pas bien, mais il sait tout à fait pourquoi il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien parce qu'il a peur de perdre son boulot ou parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc, effectivement, en général, des cellules d'écoute psychologique, ça ne sert pas à grand-chose parce que les salariés savent ce qui ne va pas. Et en fait, ce que veulent les salariés, ce qu'il faut pour les salariés pour améliorer leur santé, ce n'est pas qu'ils parlent à un psychologue, même si ça ne fait pas de mal, mais effectivement, c'est qu'ils aient davantage de visibilité sur leur avenir. Soit effectivement qu'ils soient rassurés sur le fait qu'ils vont garder leur emploi, mais ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas dans un PSE, ou à tout le moins qu'on leur donne une visibilité sur les possibilités de reclassement, les possibilités de formation, sur ce qui va leur arriver. Ça, effectivement, les salariés, en fait, ils sont en attente de ça. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut
qu'il faut travailler dans l'immédiat. Après, donc, ce qui est important aussi, c'est la question de comment votre employeur a évalué les risques dans l'organisation cible. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, vous disiez, en fait, il a évalué les risques, mais avec son évaluation, c'était rouge partout. C'est à peu près ce que vous m'avez dit, non? Alors, effectivement, oui, c'est à peu près rouge partout, mais il a été surtout très malin parce qu'il l'a combiné. Donc, c'est un cabinet qui s'appelle Idoco, il l'a fait avec les managers. Ils ont réellement évalué ces Ouais. risques-là. La problématique, c'est qu'il y avait des palliatifs qui étaient mis en face, sauf que ces palliatifs, vous venez très bien de l'évoquer, hein, c'était des psychologues et des cellules de discussion, alors que nous, c'est ce qu'on a demandé et on va aussi obtenir ça, c'est que la direction aille expliquer son projet parce qu'effectivement, il y a un PSE plus combiné à une session de site et qu'elle a expliqué son projet parce que ceux qui partent, ils le savent maintenant à présent, mais ceux qui restent, c'est un peu le syndrome du survivant et dans l'inconnu et il y a une viabilité du projet, sauf qu'il faut l'expliquer aux salariés qui, pour l'instant, ne sont pas du tout persuadés. Donc, on est plutôt dans cette phase-là qui est assez compliquée, c'est-à-dire que vous avez en même temps des gens qui partent et des gens qui vont rester et avec une inconnue sur leur avenir pour ceux qui vont rester. Mais alors, moi, du coup, en fait, je pense que par rapport à l'évaluation des risques qu'a pu faire votre employeur, ce qui me semble important, c'est que si, par exemple, effectivement, je ne sais pas moi, vous avez un risque surcharge de travail, par exemple, hein, ou sentiment d'insécurité dans l'emploi pour ceux qui restent, si c'est coté en rouge et qu'en face, votre employeur dit en fait, je le verdis, en fait, du coup, de rouge, il passe au vert parce que je mets une cellule d'écoute psychologique, je pense que là, ce que vous êtes quand même légitime à dire, c'est non, en fait, on est désolé, mais la mesure de prévention par rapport au risque, elle est complètement inadaptée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que du coup le salarié va discuter avec une psychologue que sa charge de travail demain va être diminuée ou que la crainte de perdre son emploi va diminuer. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même évaluer les mesures de prévention que va mettre votre employeur par rapport aux facteurs de risque. Vous voyez donc, je pense que c'est tout ce travail, en fait, de prendre l'employeur au mot, c'est-à-dire, vous avez fait le job d'évaluer les facteurs de risque, mais maintenant, ce qu'on veut, nous, en face des facteurs de risque que vous avez évalués, c'est qu'il y ait des mesures de prévention qui vont s'attaquer aux facteurs de risque et qui ne vont pas, finalement, s'attaquer à autre chose. Donc, je pense que c'est ce travail-là. Et puis, si vous êtes accompagné par un expert, effectivement, je pense que c'est là-dessus qui va vous aider. C'est-à-dire que c'est effectivement montrer que les mesures de prévention… Alors, d'abord, il y a un petit peu de challenger. Est-ce que l'employeur il a correctement évalué les risques? Et si jamais on estime qu'il a correctement évalué les risques, c'est de montrer que les mesures de prévention, finalement, sont inadaptées. Et donc, c'est de travailler, finalement, à des vraies mesures de prévention. C'est-à-dire, par exemple, effectivement, donner davantage de visibilité, mais c'est peut-être aussi, effectivement, si on se rend compte que demain, il y a trop de charge de travail, la mesure de prévention, c'est quoi? C'est au lieu de… Alors, je ne connais pas du tout votre dossier, hein, mais si la mesure de prévention, ça peut être au lieu de licencier 150 salariés, on va en licencier 100 pour qu'effectivement, les salariés survivants aient les moyens de réaliser leur travail correctement. Ok, très bien. Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, c'est compliqué hein, sur les sujets comme ça de répondre en deux coups de cuillère à peau, et je sais bien que c'est une situation compliquée et le yaka faucon, ça ne marche pas. Mais voilà, bon, en tout cas, des clés de réflexion que je peux vous soumettre. Alors, on avait Christophe aussi qui a posé 3 ou 4 questions dans le chat, dont je réactive le micro. Christophe? Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Alors, je vais essayer de regrouper les questions. Ma première question, c'est en fait le recours à l'expertise dans une cadre de restructuration. Oui. Quel est son cadre? Moi j'ai tendance et quel est son financement? Moi, j'ai tendance à penser qu'il faudrait peut-être mieux avoir 2 expertises distinctes, un sur l'emploi et l'autre sur SSCT, pour que ce soit un peu plus pertinent et qu'on ait un expert qui regarde avec un œil attentif des choses assez différentes. Est-ce que ça, c'est possible? Alors non. Alors, en tout cas, si on parle de PSE, effectivement, vous avez un droit à l'expertise, alors qui est une expertise qui est financée intégralement par l'employeur, hein, c'est important de le savoir. En fait, vous avez 2 expertises possibles. Vous avez une expertise en accompagnement du CSE, hein, parce que le CSE est informé et consulté sur le projet de PSE. Donc, dans le cadre de cette information-consultation, vous avez une expertise. Et puis, vous avez aussi, si jamais l'employeur a ouvert une négociation, hein, parce que vous savez que maintenant, les PSE, effectivement, il peut y avoir une voie négociée. Dans ce cas-là, le CSE peut aussi désigner un expert pour que cet expert assiste les organisations syndicales dans la négociation du PSE.
Voilà. Alors, si on revient du coup sur l'expertise en assistance du CSE, la loi, depuis les ordonnances Macron, hein, donc depuis maintenant bientôt 3 ans, nous dit que l'expertise est unique. C'est-à-dire c'est une expertise qui va porter à la fois sur les volets économiques, sociaux et santé-sécurité et conditions de travail. Hein, donc, alors malheureusement ou heureusement, enfin voilà, en tout cas, il y a une seule expertise. C'est-à-dire que c'est le même cabinet qui va effectivement travailler sur les différents sujets. Voilà, en général, les cabinets comme le nôtre, effectivement, disposent de l'ensemble des compétences, hein, à la fois sur les volets économiques et sur les volets SSCT, où ce n'est pas les mêmes intervenants qui vont travailler. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une équipe de 2 intervenants qui vont tout faire. Hein, en général, effectivement, nous, Syndex, quand on intervient sur un PSE, on a bien une équipe qui se constitue, mais avec des compétences économiques et des compétences SSCT qui sont distinctes. Après, nous, on pense que c'est plutôt une bonne chose, hein, effectivement, que cette expertise soit commune, parce qu'en fait, il y a quand même un lien, par exemple, sur la question, enfin, un lien notamment entre l'emploi et les conditions de travail. C'est un peu ce que j'expliquais, c'est que souvent, en fait, les conditions de travail dans l'organisation cible, elles vont être détériorées du fait d'une surcharge de travail. Et cette surcharge de travail, en fait, elle est liée au nombre de postes qui vont être supprimés. Et donc, en fait, nous, ce qu'on porte à Syndex, c'est que travailler et ou éclairer le PSE sur la question des conditions de travail, bah, ça permet aussi de donner des leviers au CSE et aux négociateurs pour négocier l'emploi. C'est-à-dire qu'effectivement, si on montre à travers notre analyse santé, sécurité, conditions de travail que tout simplement l'organisation cible n'est pas viable parce qu'elle va déboucher sur une surcharge de travail, sur des situations de débordement, etc., bah, c'est finalement un levier dont peuvent se saisir le CSE et les négociateurs pour dire bah non, en fait, ce n'est pas 50 licenciements, ça ne va pas le faire. Voilà, il faut sauver davantage de postes. Donc, c'est pour ça que nous, l'expertise commune nous paraît plutôt une bonne chose. Voilà, en tout cas, malheureusement, c'est la loi aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Et à Syndex, nous, on a quand même les compétences distinctes qui permettent effectivement de travailler très sérieusement chacun des sujets, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, non, non, très, très bien. Et ça m'amène à la deuxième question, le deuxième volet, c'est quid s'il n'y a pas de PSE? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négo, il n'y a pas de rupture convention collective, il n'y a pas d'accord de performance collective. Il y a des, je l'ai écrit dans le fil, il y a des dispositions qui ne demandent pas de PSE, en fait. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir d'abord que dans l'accord de performance, alors sur la RCC, il n'y a pas d'expertise légale, mais vous pouvez vous faire assister par un expert de manière contractuelle et vous pouvez demander à la direction de financier. Sur l'accord de performance collective, il y a une expertise légale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre employeur ouvre une négociation sur un accord de performance collective, voilà, vous avez droit, entre guillemets, à une expertise qui est financée à 80% par l'employeur et à 20% sur les frais de fonctionnement du CSE. Sur les autres cas de restructuration, il n'y a pas d'expertise. Effectivement. Alors, mais c'est quoi les autres cas de restructuration? C'est-à-dire, soit vous êtes sur des entreprises de moins de 50 salariés, donc là, effectivement, il n'y a pas de PSE. De toute façon, le CSE, dans ses prérogatives, il n'a pas d'expertise. Donc là, effectivement, on est dans une situation compliquée. Et puis ensuite, on a sur les entreprises de plus de 50 salariés, quand on a moins de 10 licenciements. Là, on est sur ce qu'on appelle des petits projets de licenciement collectif, où là, effectivement, il n'y a pas de PSE, mais l'équipe le CSE peut se faire accompagner de manière contractuelle. Après, à partir du moment où votre réorganisation conduit à 10 suppressions de postes, il y a quand même de toute façon un PSE. C'est-à-dire que du coup, votre employeur, en toute logique, il ne peut pas faire une restructuration conséquente sans passer par la case PSE. Voilà. Excuse-moi, Paul, je t'arrête, Ouais. parce que j'ai justement une connaissance en ce moment qui vit une situation telle que celle-ci. Et en Ouais. l'occurrence, il semblerait qu'il s'agisse d'un PSE déguisé, puisque l'employeur a décidé de licencier 9 personnes par mois, mais par vague sur une vague sur 3 mois. Donc, c'est 9 personnes, 9 personnes, 9 personnes. Ouais, alors Comment est-ce que ça se effectivement, passe? Quel est le là, on a affaire, il y a des employeurs qui jouent au petit malin, parce Ah oui, qu'effectivement, le oui. seuil des PSE, c'est 10 personnes sur 30 jours, 30 personnes sur 3 mois, ou effectivement, après, sur un an, c'est 30 plus 30. Et effectivement, si on est en dessous de ces seuils, si l'employeur est en dessous de ces seuils, eh bien, il n'est pas sujet, il n'a pas l'obligation de mettre en place un PSE, où là, effectivement, pour les représentants du personnel, on est dans des situations plus compliquées. Alors, qu'est-ce que vous avez comme possibilité quand même de vous battre dans ce cas-là? C'est qu'en fait, dans ce cas-là, si vous identifiez effectivement
à côté de ces licenciements pour motif économique, là, on va dire perlés, en fait, qui permettent à l'employeur de toujours passer en dessous des seuils, si à côté, vous avez repéré des ruptures conventionnelles individuelles, en fait, dont vous soupçonnez le motif réel d'être économique, là, effectivement, on a une jurisprudence qui n'est pas toute récente, mais qui marche toujours très bien, qui dit qu'en fait, dans ce cas-là, ces ruptures conventionnelles qui ont en fait été faites pour un motif économique dissimulé, il faut les rajouter au nombre de licenciements et ça permet, le cas échéant, d'atteindre le seuil de 10 et de déclencher un PSE. Donc, si vous avez effectivement des licenciements perlés comme ça, il faut être attentif sur les ruptures conventionnelles individuelles. Et dans ce cas-là, si vous en repérez, il faut contacter votre inspection du travail qui pourra, le cas échéant, transformer le. Voilà. L'inspection du travail ne pourra pas transformer en PSE, en tout cas, elle pourra enjoindre l'employeur de le faire et le cas échéant, sinon il faut aller au tribunal judiciaire. Et d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas que les représentants des salariés qui peuvent contacter l'inspection du travail. Bien sûr, oui, les salariés peuvent le faire aussi, ouais. D'accord. Okay. D'accord, et donc ça m'amène au troisième volet. Donc, il n'y a pas eu cette phase de négociation où il y a une phase de négociation mais qui n'aboutit pas. On a des risques psychosociaux qui ont été augmentés dans l'entreprise de par ce qui se passe. Ouais. À partir de ce moment-là, je considère que les représentants des salariés, le CSE, a un travail plus de quelque part de documentation et peut-être de rapport de force, entre guillemets, à mettre en place. Et j'interroge, je voudrais avoir votre avis sur, la possibilité d'aller invoquer un risque grave pour aller chercher une expertise, et deux, le recours possible si les élus, le CSE, constatent des manquements de l'employeur à son obligation de santé-sécurité dans cette phase-là. Ouais, alors, première question sur l'expertise risque grave. Oui, tout à fait. Si effectivement, une fois que la restructuration est mise en œuvre et que vous constatez dans l'organisation qui est née de la restructuration que le travail, en fait, il est facteur de risque pour la santé et un facteur de risque grave et avéré, vous avez tout à fait effectivement la possibilité de désigner un expert habilité pour travailler sur la question. Et ça, c'est une expertise qui est financée à 100% par l'employeur. Tout à fait. En fait, ce qui est important dans ce cadre-là, c'est que le CSE recueille suffisamment d'éléments pour montrer que le risque grave est avéré. Voilà. Mais à partir du moment où vous recueillez suffisamment d'éléments pour montrer que le risque pour la santé est avéré, vous pouvez recourir à un expert et l'employeur ne peut pas s'y opposer. Donc, les éléments qui vont montrer que c'est un risque grave avéré, c'est quoi? C'est un absentisme qui explose, des témoignages de salariés auprès par exemple, auprès des élus du CSE qui disent qu'ils sont en train de tout simplement, ils sont épuisés, ils sont en situation de débordement, tout d'un coup, un turnover important, éventuellement des courriers d'inspection du travail ou un rapport du médecin du travail, effectivement, qui pointe des éléments alarmants. Tout ça, c'est des éléments dont vous pouvez vous saisir pour dire, là, il y a risque grave, et donc on recourt à un expert habilité. Première question. Votre deuxième question, sur comment effectivement forcer l'employeur à respecter ses obligations en termes de résultats, en termes de santé. Alors en fait, là, il faut distinguer deux phases. Avant l'homologation ou validation du PSE, c'est la directe qui va être votre interlocuteur là-dessus. C'est ce qu'a tranché le tribunal des conflits. C'est-à-dire que si, pendant l'information-consultation, en fait, vous pensez avoir des éléments qui montrent que l'employeur ne respecte pas ses obligations en termes de résultats pour la santé, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des éléments qui montrent que si le projet est mis en œuvre, on va à la catastrophe en termes de santé. Là, c'est la directe, votre interlocuteur. Donc, il faut prendre rendez-vous avec la directe et puis lui exposer les éléments en montrant, voilà, nous, les éléments qu'on a recueillis, à la fois à travers l'expertise éventuellement, ou à travers les témoignages des salariés, ou en tout cas à travers nous, ce qu'on comprend du projet de restructuration et de ce qu'a présenté l'employeur, on estime qu'il y a effectivement un risque pour la santé. Et là, c'est la directe qui va pouvoir enjoindre l'employeur à modifier son projet ou éventuellement ne pas valider ou ne pas homologuer le projet. Et si vous êtes après l'homologation et la validation, c'est-à-dire une fois que le projet est mis en œuvre, là, du coup, on n'est plus dans la juridiction administrative, mais on a la juridiction judiciaire. Et là, c'est le tribunal judiciaire, effectivement, qui va pouvoir agir. Et là, effectivement, après coup, le tribunal judiciaire pourra demander en employeur de suspendre son projet ou de modifier son projet si, effectivement, il a les éléments en main qui montrent que l'employeur ne respecte pas son obligation de résultat de santé.
Je pense qu'on va. Je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur Lemarié. Ou... Oui. Puis ça va crescendo en tout cas, et ça a le mérite de documenter après aussi, et peut-être de repousser à la négociation. On a pas mal dépassé. Je suis un petit peu embêté parce qu'il y avait Vincent Lecomte qui a posé 2 questions dans le module questions et réponses. Est-ce qu'on prend 2 minutes de plus? Oui, allez. Allez. Alors, Vincent qui posait des questions sur qui a posé 2 questions en fait, mais sur la même thématique. Il dit: chez nous, le minimum légal est réalisé avec une mise à jour du DURP, au moins en modifiant la date et replanifiant les actions, mais aucune évaluation des résultats afin de modifier les actions, qui se limitaient la plupart du temps à de la communication et des formations au management. Comment inciter la direction à présenter un bilan SSCT en bonne et due forme? Et sa deuxième question: faut-il attendre d'un expert qu'il dénonce une absence de bilan SSCT en lien avec les actions tirées du DU, ou bien est-ce secondaire si la direction déclare avoir mis en place ces actions, mais ne pas avoir bien géré leur suivi? Alors, sur la première question, en fait, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre au mot l'évaluation des risques réalisés par la direction. Et en face, effectivement, des risques identifiés, il faut juger de la pertinence des mesures de prévention et voir si la mesure de prévention, en fait, s'attaque véritablement à la racine du risque. C'est-à-dire qu'effectivement, si le risque que vous identifiez, c'est par exemple une surcharge de travail, des débordements, l'impossibilité de faire du travail de qualité ou des collectifs de travail qui sont dégradés, faire de la formation ou faire de la com, on voit bien effectivement que ça ne va pas changer la situation. Donc, en fait, il faut vraiment prendre au mot l'évaluation des risques en disant, bah non, vous avez fait une évaluation des risques, vous avez identifié les risques, mais en fait, juste les actions de prévention que vous identifiez ne collent pas du tout. Voilà. Et donc, finalement, il faut utiliser ce qu'a fait la direction, s'en saisir et montrer qu'en fait, ça ne colle pas. Et qu'il faut prévoir véritablement des actions de prévention qui ne sont pas effectivement de la formation, de la com ou de l'écoute, voilà, une d'écoute psychologique, mais vraiment des actions de prévention qui vont s'attaquer à la racine. Et si la racine, c'est des situations de débordement, bah, ça veut dire travailler sur la surcharge de travail. Donc, c'est donner davantage de ressources aux salariés, donc davantage de temps ou d'effectifs. Et donc, par exemple, travailler sur une nouvelle organisation avec moins de licenciements. Il faut vraiment mettre les contradictions en face. C'est-à-dire que surcharge de travail, formation, bah non, ça ne sert à rien de former à gérer la surcharge de travail. Ce n'est pas en formant qu'on gère une surcharge de travail. C'est effectivement en donnant les ressources aux salariés. Donc, je pense qu'il faut juste effectivement prendre au mot la direction sur son évaluation des risques. Deuxième question, donc faut-il attendre un expert qui dénonce une absence de bilan SSCT en lien avec les actions tirées du DU, ou bien secondaire si la direction déclare avoir mis en place ces actions? Non, ce n'est pas secondaire. Après, en général, effectivement, une direction qui ne suit pas correctement ses actions de prévention dans son plan de prévention, en général, c'est qu'elle ne les a pas mis en œuvre. C'est plutôt l'inverse qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a souvent des beaux documents, des beaux plans de prévention avec pas grand-chose derrière, mais en général, quand un employeur, effectivement, fait correctement son travail en termes de prévention des risques, il le documente bien. Et donc, en général, si vous voyez effectivement des bilans SSCT ou des plans de prévention qui sont mal foutus ou voire absents, c'est qu'en général, il n'y a rien derrière. Donc, c'est déjà effectivement une première étape importante de recueillir des plans de prévention et des bilans SSCT corrects, parce que leur absence montre en général que derrière, il n'y a pas de politique de prévention. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. On n'a plus de questions et on a largement débordé. Pour ceux qui restent, les 30 personnes qui restent, n'hésitez pas à vous rendre sur syndex.fr pour trouver des fiches pratiques, pour retrouver le replay du webinaire. De toute façon, vous recevrez un mail avec la présentation normalement d'ici la fin de la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à contact@syndex.fr. Et puis, Paul, je te laisse dire ton mot. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que ça a été utile. Et n'hésitez pas à nous contacter. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt et Au bon appétit revoir. à tous.